Marc Ferracci, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous représentez donc les Français de Suisse et du Liechtenstein à l'Assemblée nationale. Le jeudi 19 janvier s'annonce noir avec des grèves qui se multiplient. Peut-être un conflit qui va durer. Est-ce que le gouvernement a sous-estimé le rejet de sa réforme dans l'opinion ? Non, je ne pense pas. Des mobilisations en matière de réforme des retraites, il y en a toujours. Elles sont toujours très intenses. Elles sont toujours assez longues, parce que souvent le processus parlementaire qui mène à l'adoption d'une réforme prend du temps. Donc je pense que le gouvernement s'attend, et la majorité présidentielle aussi, à ce qu'il y ait du monde dans la rue, s'attend aussi à ce qu'il y ait des mouvements de grève. Et d'ailleurs certains secteurs ont déjà annoncé qu'il y avait probablement des jours de grève qui allaient avoir lieu. Donc ici, on a besoin de deux choses. On a besoin, d'une part, d'expliquer et de convaincre. Et depuis mardi, les annonces de la Première ministre, on a la possibilité, parce qu'on connaît les paramètres de cette réforme, en tout cas les grandes lignes, les annonces, on a la possibilité d'expliciter avec des cas très concrets ce qui va se passer pour les gens. À quel moment vous allez partir à la retraite? Est-ce que la pénibilité de votre métier sera prise en compte? Est-ce que le fait d'avoir commencé à travailler tôt va vous permettre de partir plus tôt? Et vous pensez que ça va convaincre les gens qui voient que pour eux, il y a des solutions? Moi, je suis convaincu, et c'est aussi un petit peu pour ça que je me suis engagé en politique, qu'en expliquant, au fond, faisant le pari que les gens sont raisonnables, et je pense que les Français ont cette caractéristique, on peut convaincre. Je pense qu'il faut d'abord s'accorder sur le diagnostic. Et là, vous avez raison, il y a dans l'opinion le sentiment que cette réforme n'est pas une réforme nécessaire. Moi, je veux insister sur le fait qu'elle est nécessaire, en illustrant cela par deux choses. D'une part, les projections sur ce que va devenir notre système de retraite par répartition, parce que le fond de cette réforme, c'est véritablement de préserver ce système par répartition. On a, si on ne fait rien, des déficits qui vont commencer dès l'année prochaine, qui vont s'étaler pendant 25 ans, qui vont atteindre jusqu'à 25 milliards d'euros et qui vont changer la nature même de notre système. Parce qu'un système par répartition, c'est quoi? Un système par répartition, c'est un système qui est par nature équilibré. C'est un système dans lequel les cotisations de ceux qui travaillent équilibrent les pensions de ceux qui ne travaillent pas. À l'instant T, et puis il faut aussi se donner en projection la possibilité que ce soit le cas. Quand on commence, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, à devoir subventionner le système avec le budget de l'État, et des chiffres ont été établis notamment par le Haut Commissariat au Plan il y a quelques semaines, il y a déjà 30 milliards de subventions du budget de l'État vers les régimes de retraite, en particulier ceux de la fonction publique et ceux des régimes spéciaux. On est dans une situation de déficit et de déséquilibre. Moi, je souhaite que notre système par répartition soit préservé. Si on ne fait rien, notre système par répartition ne sera tout simplement plus un système par répartition. Dans cette pédagogie, curieusement, la comparaison avec les pays étrangers ne marche pas sur les Français. Partout ailleurs, on travaille plus longtemps, mais les Français s'en fichent. Eux, ils ne veulent pas. Oui, ça, c'est quelque chose d'assez traditionnel, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on a nos spécificités, et on a aussi un modèle dont on doit être fier, qui ne se compare pas, qui ne se transpose pas forcément aisément à l'étranger. Vous avez des pays, par exemple, dans lesquels la répartition s'articule à une dimension de capitalisation. Nous n'avons pas un système par capitalisation, et moi je souhaite qu'on préserve l'intégrité de notre système par répartition. Donc les comparaisons ne soient pas simples, et c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours très, très convaincantes. Mais vous avez raison de signaler que nous sommes le pays dans lequel l'âge de départ légal, mais aussi l'âge de départ réel, l'âge de départ effectif à la retraite, est le plus bas, ou parmi les plus bas en Europe. Et ça, c'est vrai que c'est un élément qui, lorsqu'on regarde les évolutions démographiques, commence à devenir véritablement problématique. Je veux simplement donner ce chiffre. Il y avait 3 cotisants pour un retraité en 1970, il y en avait 2 en 2000. Aujourd'hui, on est à 1,7. Et on va vers 1. Et en 2050, pas tout à fait vers 1, mais vers 1,4. Donc on voit bien qu'à un moment ou à un autre, on a besoin de tenir compte de cette évolution démographique. Et si je devais, au fond, pour en terminer, illustrer la nécessité de cette réforme, c'est l'idée que notre système, et on doit en être fier, permet la solidarité entre les générations. Alors, les gens qui disent qu'on peut le financer par autre chose, ils renoncent à ce principe de solidarité entre les générations, et à ça, il faut faire très attention. Alors, au sein d'une génération, la solidarité doit répondre au problème suivant. Tout le monde va travailler plus longtemps, mais certains vont vivre 25 ans à la retraite, notamment les cadres supérieurs qui ont une belle espérance de vie, et certains vont vivre 5 ans à la retraite avant de mourir. Et donc, comment répondre à cette injustice? Vous avez raison. Il y a des différences entre les catégories socio-professionnelles, entre les métiers. Elles sont bien établies, bien documentées. La réponse à ça, c'est traiter les questions des carrières longues. Et dans les annonces qui ont été faites
les carrières longues, c'est les gens qui ont commencé justement à travailler très tôt. Dans les annonces qui ont été faites, eh bien, le gouvernement a précisé ce qu'il allait devenir des gens qui ont commencé à travailler avant 16 ans, qui pourront partir à 58 ans. Les gens qui ont travaillé entre 16 et 18 ans, qui pourront partir à 60 ans. Les gens qui ont travaillé entre 18 et 20 ans, qui pourront partir à 62 ans. Il y a aussi la question de la pénibilité. Vous allez travailler là-dessus, la pénibilité, au Parlement? C'est le Parlement qui va améliorer les critères? Écoutez, alors les critères de pénibilité, il y a plusieurs manières de traiter la pénibilité. Je vais donner une vision globale parce que souvent on se rattache à ces critères de pénibilité sans avoir cette vision globale. Il faut faire 3 choses. Il faut permettre de partir plus tôt à la retraite. Et ça, effectivement, les critères de pénibilité le permettent. Je dis très, très rapidement pour l'expliquer. Quand vous êtes dans un métier pénible, au regard de ces critères, vous accumulez des points. Vous accumulez des points et ces points vous permettent soit de partir plus tôt, soit de vous engager dans un temps partiel, soit de vous former pour aller vers un métier moins pénible. Que va faire la réforme sur ces critères de pénibilité? Elle va permettre d'acquérir des points plus facilement. Par exemple, je vous donne un exemple un petit peu précis. Aujourd'hui, pour acquérir un point au regard du critère de travail de nuit, parce que le travail de nuit, c'est quelque chose qui use le corps, eh bien, il faut travailler de nuit 120 jours par an, ou 120 nuits par an. Demain, avec la réforme, on aura besoin de travailler que 100 nuits par an, par exemple. Donc on va assouplir la manière dont on acquiert des points au titre de ces critères de pénibilité. On va permettre à plus de monde de partir. On va aussi, il y a un plafond de 100 points qui va être levé. On pourra accumuler des points sans limitation de durée. Donc je donne ces éléments-là pour dire que le premier élément, c'est la réparation, c'est-à-dire partir en retraite avant. Le deuxième élément, c'est la reconversion. Parce que c'est très important de le dire, la pénibilité, on la traite en permettant aux personnes qui le souhaitent et qui le peuvent, de partir en milieu de carrière pour occuper des métiers moins pénibles. Concrètement, ça signifie financer des actions de formation. Et justement, le compte professionnel de prévention qui accumule ces points dont je parle le permet. Ce que la réforme va ajouter et améliorer, c'est la possibilité de prendre des congés longs pour changer de métier quand jusqu'à 45 ans, par exemple, vous avez eu un métier qui vous use professionnellement. Enfin, la troisième dimension du traitement de la pénibilité, j'insiste, c'est la prévention. La prévention, ça veut dire accompagner les entreprises pour investir dans du matériel plus ergonomique, pour améliorer les postures des salariés, investir aussi dans la formation. Pour ça, qu'est-ce qu'il y a dans la réforme? Il y a la création d'un fonds d'1 milliard d'euros qui va être centré sur les métiers précisément caractérisés par des critères de pénibilité et qui va permettre d'aider, d'accompagner les entreprises et les salariés dans la gestion de cette usure professionnelle. Que répondez-vous à ceux qui disent que cette réforme en fait est imposée par la Commission européenne, qui ne nous donnera pas d'argent si on ne réforme pas les retraites, voire par les marchés financiers qui ne nous prêteront plus à taux intéressants si on ne réforme pas les retraites? S'agissant de l'Europe, je le dis tranquillement, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il se trouve que dans mes fonctions précédentes, j'étais conseiller auprès du Premier ministre Jean Castex et que je m'occupais précisément du plan de relance, du suivi du plan de relance, qui est financé à hauteur de 40 milliards d'euros par l'Union européenne. Eh bien, il faut le dire très clairement, rien dans les critères d'obtention de ces 40 milliards d'euros ne nous impose de faire une réforme des retraites. La réforme des retraites, elle est mentionnée dans les documents, mais c'est une recommandation. À aucun moment, si on ne faisait pas une réforme des retraites, on nous reprendrait l'argent. Et j'insiste sur le fait, l'argent a déjà commencé à être versé alors qu'on n'a pas fait de réforme des retraites. Donc ça, c'est un mensonge. Et les marchés? Écoutez, les marchés, ils ne regardent pas la réforme des retraites. Les marchés, ils regardent les comptes publics. Ils regardent les comptes publics, ils regardent le niveau de notre dette, le niveau de notre croissance, et ils regardent si la dette est soutenable, comme on dit, c'est-à-dire si la croissance que nous avons nous permettra à terme de rembourser notre dette. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que notre dette est soutenable, même si elle est très élevée. On atteint 3 000 milliards d'euros de dette, ce qui nous rend néanmoins optimistes et qui nous permet de nous projeter vers l'avenir, c'est que nous avons une économie qui est résiliente, nous avons un marché du travail qui continue à bien fonctionner, on continue à créer de l'emploi et à diminuer le niveau du chômage, et donc on a cette capacité à créer de la richesse qui doit nous permettre de rendre la dette soutenable. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, et effectivement, la réforme des retraites... je le pense, si elle est menée à son terme, et je pense qu'elle le sera, nous permettra de créer plus de richesses, parce que quand vous travaillez plus nombreux et plus longtemps, quand vous êtes plus nombreux à travailler, vous créez plus de richesses, ce qui permet d'améliorer les recettes fiscales, ce qui permet évidemment de limiter les déficits publics et de réduire la dette. La patronne des Verts, Marine Tondelier, promet une ZAD à l'Assemblée. Vous êtes inquiet de l'obstruction parlementaire, du chaos parlementaire qui vous attend? Écoutez, certains partis d'opposition, la France Insoumise en particulier, ont déjà annoncé qu'ils allaient déposer des milliers d'amendements. Donc on attend évidemment, le texte n'est pas encore déposé, le texte n'a pas été présenté en Conseil des ministres, il le sera le 23 janvier. Moi je trouve que ce genre de
de propos est assez irresponsable. D'abord, c'est une manière de traiter les institutions de la République qui ne correspond absolument pas à la vision que nous avons. Une ZAD, qu'est-ce que c'est une ZAD? C'est une zone à défendre, c'est un lieu où des gens eh bien, s'opposent à une décision juridique, à une décision de justice ou que sais-je. Je pense que l'Assemblée, c'est le lieu où se fabrique la loi, c'est le lieu où on a besoin d'abord d'avoir de l'apaisement dans les débats, parce qu'à un moment ou à un autre, les Français nous regardent et s'ils voient eh bien, une ambiance qui est caractérisée par des hurlements, par de l'obstruction en permanence, eh bien, ils considèrent que les institutions, par nature, ne permettent plus eh bien, de soutenir le pays et la nation. Donc c'est extrêmement préoccupant d'avoir ce genre de propos et j'espère que en pratique, on aura un débat apaisé, je sais qu'il sera un peu éruptif, mais au moins un débat qui permettra d'éclairer et d'expliquer ce qu'est cette réforme. Et si ce n'est pas le cas, il y a le 49.3 pour couper court au débat chaotique. Oui, mais évidemment qu'il y a cet outil du 49.3. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout doit être fait. Je pense que jusqu'à présent, tout a été fait par le gouvernement pour éviter le 49.3. Moi, je ne suis pas fan du 49.3, vous savez. C'est un outil qui est nécessaire quand vous avez besoin d'adopter un budget, et ça a été utilisé pour les deux textes que sont le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale, mais le 49.3 n'est évidemment pas une solution idéale. Donc tout a été fait pour trouver des compromis. J'espère qu'on va les trouver avec les Républicains, mais aussi avec d'autres groupes, parce qu'il n'y a pas que les Républicains. Il y a le groupe Lyot qui représente des élus des territoires en particulier. Il y a une majorité à construire. Vous avez coécrit un ouvrage qui s'appelle « Dialogue social et performance économique » en 2015. On a l'impression que dans d'autres pays, on n'arrive pas à avoir un dialogue social qui permet justement une performance économique. Vous avez raison, on a un dialogue social quand on le compare à celui des autres pays qui est caractérisé par beaucoup plus de conflictualité. On a plus de jours de grève, on a, et c'est un élément d'explication d'ailleurs à cette conflictualité, on a plus de syndicats qu'ailleurs. Ça peut participer à une forme de concurrence, parfois une forme de surenchère dans la manière dont sont gérés le dialogue social et les conflits sociaux. Donc on a effectivement un dialogue social qui est caractérisé par des relations de défiance entre les salariés, leurs représentants et les employeurs. Là-dessus, il faut qu'on travaille. Moi, ma conviction, c'est que c'est au niveau le plus décentralisé possible, c'est-à-dire dans les entreprises, plutôt qu'au niveau national ou même dans les branches, que le dialogue social a les meilleures chances de prospérer. Marc Ferracci, merci et bonne journée. Merci. Radio J.